Salut à tous et bienvenue dans Talk Night. Je suis ravi d'être avec vous ce soir en ce 25 décembre. J'espère au moins que vous avez été gâtés, ça je l'espère. En tout cas, moi je vais vous gâter. Voici les meilleurs moments en tout cas de Talk Night cette année. En tout, il y en a eu 12 interviews. Je vous propose de voir les meilleurs florilèges en ce 25 décembre. Un petit cadeau que je vous offre. Et c'est parti. Bienvenue dans Talk Night. « 3329 km, c'est en fait le Tour de France. C'est bien ça. Le Tour de France 2018. Une journée avant les autres, une journée avant l'étape. Ouais, c'est ça, Romain. C'était c'était le Tour de France 2018. En éclaireur, on va dire, entre guillemets, je parcourais les étapes une journée avant les professionnels. Donc, mettons, je sais pas si le mardi, les coureurs arrivaient à Mur de Bretagne, et bien moi, j'arrivais le lundi sur Mur de Bretagne. Voilà, c'était dans un but solidaire, puisque en fait, l'idée, en fait, c'était de reverser des fonds à l'association Pierre Le Bigot Mucoviscidose, qui, comme son nom l'indique, récolte des fonds pour la lutte et la recherche contre la mucoviscidose. Donc voilà, l'idée de faire le tour comme ça, avec un jour d'avance sur les professionnels, c'était une idée qui germait dans ma tête depuis déjà plusieurs années, on va dire. Et je voulais pas juste faire le tour pour faire le tour, je voulais y rajouter une action solidaire derrière. Et c'est tout naturellement tourné vers la Pierre Le Bigot, qui est une association, comme je vous l'ai dit, qui depuis des années récolte des fonds dans la lutte contre la mucoviscidose au travers d'événements sportifs, que ce soit des randonnées cyclistes ou des randonnées tout court, randonnées course à pied, marche. Et voilà, donc du coup, en 2018, on avait réalisé cette action-là avec le soutien des Calonnes de la Navant de Guingamp, les supporters actionnaires, qui s'étaient engagés à mes côtés et qui, pour 1 kilomètre parcouru, en fait, reverser 1 euro à l'association. Donc, vous comptez, le total est vite fait. Ça faisait 3 329 euros pour la mucoviscidose, plus à côté pas mal de dons. Donc, il y a pas loin de 5 000 euros qui ont été récoltés pour l'association lors de ce Tour de France 2018. Alors, comment fait-on pour être à égalité de tous avec des beaux projets comme tu me disais ça en antenne, des objets en 3D? Oui. Alors explique-nous un petit peu tes objets en 3D, qu'est-ce que c'est, comment tu les fabriques, disons, on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est? Alors là, j'ai sous la main un socle pour coupe-ongles. Donc ça ressemble à quelque chose comme ça. D'accord. Et en gros, c'est une adaptation qu'on va travailler sur un logiciel 3D à partir d'un schéma, d'une demande, d'un besoin. Et on va développer autour de cette idée une adaptation, je dirais, permettant de résoudre le problème. Donc c'est fait en imprimante 3D. En l'occurrence ici, c'est fait en amidon de maïs, donc c'est bio et recyclable. En plus, Ouais. c'est ça, c'est recyclable et ça aide, ça aide les personnes qui sont en situation de handicap de faire comme tout le monde. Donc, par exemple, pour ce modèle-ci, combien vous avez mis de temps à le concevoir? Alors, il faut savoir que pour ce modèle-là, on a eu beaucoup de problèmes parce que je me suis fait voler mon PC, mon ordinateur portable durant la réalisation. Donc, on a dû tout recommencer. Mais je dirais qu'on a mis entre 2 et 3 mois pour celui-là. Et sachant que c'est un prototype, il y a encore pas mal de choses à faire. Je dirais que pour là, on a encore 10 mois de projet. D'accord. Clean et... Allez, on parle maintenant de 2020 avec ton nouvel EP, Hey Love, qui est sorti il y a même pas quelques jours, le 20 novembre. Raconte-nous un petit peu la naissance de puis je me permets cette expression, sa naissance de ce nouveau bébé. Ouais, c'est mon nouveau petit Hey Love. La naissance de Hey Love, c'est l'été 2019 où je traverse une période un peu difficile dans mon couple et où en fait je commence à écrire ce que je ressens et à raconter un petit peu ce moment où on ne sait pas trop si
si c'est la fin, on ne sait pas si ça peut continuer, on sait pas, on est un peu perdu. Et donc voilà, ça a commencé en juillet 2019, et puis après j'ai continué du coup de faire ces chansons. Et donc ça a continué jusqu'à fin 2019, avant de rentrer en studio pour aller les enregistrer. Hey love, where do we belong? Don't tell me this is all gone. Est-ce que, alors, tu parles de l'artistique, etc. C'est vrai que le monde de la culture, en ce moment, il n'y en a pas, finalement, puisque tout est stoppé. C'est vraiment l'un des facteurs en France qui est touché, avec bien sûr la restauration et le monde de la nuit. Finalement, ça se lie aussi, hein, culture, monde de la nuit, etc. Tu trouves que on ne prend pas le temps de discuter avec le monde de la culture et le monde de la nuit pour trouver peut-être une solution? Alors, je ne peux pas prendre la parole pour toutes ces personnes. Comme dit, moi, je suis une petite goutte dans l'océan. Alors, je ne sais pas s'il y a des représentants qui ont été invités. Il y a certainement eu des réunions, bien évidemment, mais je ne saurais pas dire qui représente. Mais effectivement, je trouve qu'on ne prend pas assez de retrait vis-à-vis de ça. Enfin, il faudrait presque qu'on fasse l'émission Vie ma vie, d'accord? Il faudrait qu'on les plonge dans nos vies personnelles pour qu'ils se rendent compte que, ah bah ouais, tiens, une aide de 10 000 euros, ça ne va peut-être pas suffire pour payer tout ce qu'il y a à payer. Maintenant, si je prends des commerces, il y a des fournitures, il y a des stocks à payer. Dans le monde artistique, il n'y a pas que l'artiste sur scène, il y a tous ceux qui travaillent derrière. Parfois même en amont, il y a les chorégraphes, il y a les stylistes, il y a les machinistes, ingénieurs son. Parlons des DJ, les discothèques. Est-ce que le mot discothèque sera encore dans le dictionnaire un jour? On ne sait pas. Donc voilà, ce qui est dramatique là-dedans, c'est que d'un côté, on sauve des vies et de l'autre, on est obligé d'en faire crever d'autres. Et c'est bien triste. Alors, est-ce qu'on est écouté? Je n'ai pas l'impression. Ou alors pas bien. On va parler juste d'autres choses. Comment vous imaginez votre collection? Comment ça s'imagine une collection, ou en tout cas un objet, j'appelle ça une beauté. Enfin voilà, je ne sais pas quoi dire, mais voilà. Voilà, c'est ça, comment vous créez, comment vous imaginez la chose. Bonne question. Moi, ce qui me concerne, le tissu, je le touche et puis c'est là que vient l'idée, en général. Voilà. Après, les filles. Moi, ça dépend de plein de choses. L'inspiration, elle peut venir de plein de choses différentes. Ça peut être une scène que j'ai vue dans un film, ça peut être une musique que j'ai entendue, ça peut être une situation, ça peut être plein de choses en fait qui peuvent m'inspirer pour une illustration. Et puis moi, j'essaye de faire 2 collections par an en général. C'est pas toujours évident, justement, parce qu'il y a ce problème d'inspiration qui n'est pas toujours là, ou alors qui est trop présent parfois. Enfin, c'est pas toujours facile à doser. Et c'est toujours un peu le truc. Du coup, là, par exemple, pour la nouvelle collection, j'ai testé, tant pis, j'ai pas voulu me restreindre et j'ai testé plusieurs techniques en fait. J'ai vraiment fait finalement une collection plus éclectique et du coup, ça a bien plu en plus parce que j'ai un très bon accueil. Et puis c'est pareil, après c'est en fonction aussi de ce qu'il y a dans l'air du temps. C'est des moments qu'on vit en fait, des fois qui nous inspirent finalement. Exactement. Je sais pas, ça va être la peinture aussi. Moi, je suis assez inspirée par la peinture aussi, l'art en général. L'art, quoi, finalement, c'est ça, c'est artistique ce métier. Ah bah oui, complètement. C'est artistique. Alors, d'où vient cette collaboration qui est pour toi extraordinaire? Ouais, en fait, on a travaillé ensemble en début d'année avec Louis parce que, donc, comme je te disais, il était psychologue durant sa carrière et en fait, pendant toutes les années où il a exercé, il a tenu un recueil dans lequel il consignait des phrases qui avaient été prononcées par des enfants ou des ados qui l'ont ému, touché, amusé et il a voulu en début d'année en faire un recueil
pour l'offrir voilà, à d'autres professionnels comme lui ou à des gens qu'il avait rencontrés à l'époque où il exerçait. Et donc ça, c'est quelque chose que je propose aussi par le biais de la maison d'édition. C'est une sorte de prestation de service où on accompagne en fait à la création d'un livre, mais un livre qui est ensuite pas forcément vendu et distribué en librairie, quoi. Et donc, on s'est vu pas mal avant le premier confinement autour de ce bouquin-là. Et puis, c'est là que j'ai appris l'existence d'un manuscrit qu'il avait écrit il y a 47 ans, donc au moment des faits, d'une histoire qui me paraissait complètement dingue. C'est ce qu'on voit dans les journaux, quoi, un fait divers. Tu vois, sa petite amie qui se fait assassiner, il y a eu une enquête et tout ça. Et donc, une véritable archive dormante voilà, un manuscrit qui attendait depuis 47 ans, qui attendait que de trouver un lecteur, quoi. Et bon, il me disait, oh non, mais je pense que ça n'a pas trop d'intérêt et tout. Il me l'a quand même donné, et moi, je l'ai lu d'une traite, et je l'ai rappelé en me disant, non, mais ça, c'est génial, celui-là, il faut qu'on le fasse ensemble, et celui-là, il faut qu'il soit vendu en librairie, et que tout le monde le lise, parce que, bien sûr que c'est top, quoi. 11 artisans commerçants de Saint-Brieuc ou dans les alentours, hein, on va dire dans les Côtes-d'Armor plus précisément, qui lancent donc leur projet de Noël virtuel. C'est quand même un projet fou. Mais finalement on se dit c'est hyper bien par rapport aux petits commerçants. Pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Je pense tout simplement parce que au final, on voit le côté positif de toute entre guillemets cette crise entre guillemets, parce que tout simplement avant on n'avait pas le temps entre guillemets, parce que justement on était sur le terrain et là il faut un petit peu sortir de sa zone de confort, il faut créer, il faut imaginer des choses, et donc c'est de là qu'est venue cette idée de faire ça en ligne, puisque c'est tout ce qu'il nous reste. Finalement, oui, c'est ça. Finalement, l'accès, il y a qu'un accès qui est le virtuel, finalement. Alors, comment ça se passe ? On nous dit un live chaque soir à 18h. Comment ça se passe ? Comment ça s'organise, finalement, un peu tout ça ? Eh bien, en fait, l'idée qu'on a eue tous ensemble, c'était déjà de pouvoir présenter au moins une fois par jour nos produits à travers des publications. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, également de proposer chaque jour un live. On alterne, on fait ça à tour de rôle pour permettre aux gens de voir un petit peu mieux les produits, de nous, de pouvoir vraiment présenter nos produits comme si on était presque en réel. Donc, comment ça s'organise ? C'est de la collaboration tout simplement. On s'organise, on fait des plannings pour savoir qui poste quand. On fait aussi un planning pour les lives, parce que vraiment l'esprit de ce marché de Noël, et puis c'est vraiment ça qui est top, c'est que on apprend alors on se connaissait tous plus ou moins, mais on n'avait jamais eu vraiment l'occasion de travailler tous ensemble. Et là, le proverbe tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, c'est vraiment ce qui peut résumer ce marché de Noël en fait. Alors, donc c'est le projet musical Victoria, et tu es donc l'interprète. Alors, parle-nous un petit peu de ce projet tout d'abord. Comment il est né, ce projet ? Alors en fait, ça fait une dizaine d'années que j'utilise ce pseudo, ce nom de scène, Victoria. Tout simplement pour partager les compositions, les chansons que je peux écrire et composer depuis déjà pas mal d'années. Voilà, pour des raisons à la fois personnelles, j'ai voulu me protéger, et puis protéger aussi mes proches, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un succès intergalactique, comme je l'imagine. Donc voilà, j'ai choisi ce nom Victoria pour une raison très très personnelle. Voilà, et j'ai donc, il y a maintenant 6 ans, sorti un premier EP qui s'appelait Jeu de prouesse, que j'ai autoproduit, et qui avait, on va dire beaucoup de naïveté, beaucoup d'imperfection, mais qui avait également la valeur d'exister, quoi. C'est en faisant les choses qu'on apprend. Voilà. Alors, tu dis qu'il y a de l'imperfection. On rappelle, c'est ton premier EP de 6 titres qui est sorti en 2014. Pourquoi comment tu t'auto-évalues finalement ? Puisque tu as dit tout de suite qu'il y avait certaines imperfections. Comment tu t'es auto-évalué ? J'en ai vu les limites parce que c'est un projet que j'avais mené seul. D'accord. Et
en étant persuadé que ça pouvait fonctionner comme ça. J'ai simplement fait quelques prises d'enregistrement, des mix et mastering dans un studio rennais. Mais j'ai essentiellement utilisé en fait des logiciels, des instruments logiciels. Et parce que voilà, peut-être je n'avais pas le courage, peut-être pas l'audace encore, ouais, de solliciter des vrais musiciens. Je sais pas que j'avais honte de cette musique, mais voilà, je voulais sûrement prouver quelque chose tout seul et sûrement prouver quelque chose à moi-même. Voilà, ça a été plutôt bien reçu par mon entourage, mais aujourd'hui, honnêtement, j'ai du mal à l'écouter, même si j'assume totalement. Mais c'est grâce à ce projet-là qu'aujourd'hui, j'aspire à des choses beaucoup plus abouties, plus sérieuses, plus professionnelles aussi. Allez, on va commencer tout de suite par les questions donc, qui fâchent finalement par rapport au Covid-19. On peut dire que c'était une année très 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 difficile dans le niveau de tout ce qui est touristique. Alors pour toi, un bilan, là maintenant on est au mois de novembre, donc tout ce qui est saison touristique, ça y est, ça touche à sa fin, même c'est fini. Un bilan, ton premier ressenti Bilan, lorsqu'on a dû se confiner pour la première fois le 15 mars, si je me souviens bien, pour moi ça a été une catastrophe d'abord psychologiquement dans ma tête, puisque on est rendu dans notre 9e année et 10e année de saison et on commençait vraiment à sortir de tous ces emprunts qui sont très lourds. Il faut savoir que quand vous tenez un camping, il faut au moins 8 à 10 années avant de commencer à bien en vivre et surtout ne pas stresser tous les soirs à penser à son endettement et comment on va rembourser les banques. Donc psychologiquement c'est la catastrophe, moi je peux vous le dire, avec mon épouse. On a perdu au global 25% de chiffre d'affaires. Donc c'est conséquent puisque moi je fais entre 1,5 million et 1,6 million. Donc vous imaginez, vous enlevez 25% de ça. Moi j'étais assureur en plus, pas de bol, donc je connais bien les rouages concernant tout ce qui est perte d'exploitation. Le Covid-19 pour moi est une catastrophe naturelle, mais elle n'est pas reconnue par le gouvernement comme catastrophe naturelle, donc pas de perte d'exploitation. C'est ce que tous les commerçants artisans indépendants souhaiteraient, c'est la prise en charge de la perte d'exploitation. Ça n'a pas été le cas, les assureurs l'ont refusé sauf pour certains contrats qui le prévoyaient. Donc voilà, quand on a réouvert début juin, parce que nous les campings on a pu rouvrir début juin, une perte de 20%, 20 à 25%. Donc déjà quand vous démarrez de cette façon-là, vous savez déjà que vous n'allez pas faire une grande saison. Et c'est surtout qu'au mois de juin, on ne savait pas du tout si les gens allaient réserver. Et les gens ont réservé à la dernière minute. Et ce qui est normal, je me mets à la place de tous les clients, ils avaient une appréhension. Donc la peur au ventre jusqu'au début juillet. La chance, c'est que le Covid-19 finalement s'est un peu éteint. Alors, est-ce que c'est un effet saisonnier, comme disent les médias? Peut-être. Mais juillet-août, moins de Covid, moins de virus, pas assez de tests peut-être, mais on en a profité pour se refaire, nous les campings, et moi aussi. Donc, on a fait une saison. Allez, on s'en est sorti, on a bien rempli quand même avec des résultats de dernière minute, mais n'empêche que le temps de préparation au mois de juin pour mettre le camping aux normes, croyez-moi que ça a été la plus grosse galère de ma vie depuis que je suis propriétaire. La plus grosse galère, c'était très très dur. Allez, on va parler de notre sujet, les calendriers. C'est quand même on va dire, mythique quand même, hein. Ça date de combien de temps, est-ce que vous savez? 1960 1946 exactement. 1946. Donc c'est quand même culte ça quoi. Et puis tout le monde en demande. C'est vrai que ça va être hyper impacté cette année. Comment ça va se passer? Y aura-t-il une distribution quand même de calendrier? Comment ça va se passer? Dites-le nous. Enfin, on veut savoir. Enfin. Alors avec les mesures sanitaires, évidemment, le porte-à-porte habituel dans les communes du secteur briochin, et ça va impacter aussi énormément d'autres communes et partout en France. Donc le porte-à-porte n'est pas possible. Alors si jamais notre président s'avère être sympa et qu'il nous déconfine de façon à peu près assez de grande ampleur, peut-être que ça va être possible, mais pour le coup, on n'espère vraiment pas, parce qu'on sait que c'est pas cohérent. Donc le porte-à-porte n'étant pas possible, il faut qu'on arrive à atteindre quand même les populations, parce que comme vous l'avez dit, c'est culte en fait, c'est un rituel et tout le monde nous attend de toutes les générations. Donc il faut trouver comment atteindre les personnes en toute sécurité. Oui, c'est ça, c'est tellement culte. Puis c'est pour ça que je vous ai invité, parce que finalement, c'est comme je vous disais en antenne, hier, je me suis dit, c'est vrai, on n'aura pas notre calendrier, comment ça va se passer concrètement? Et puis donc, vous avez trouvé quelque chose, vous avez trouvé une technique de quand même vendre vos calendriers, comment ça se passe?
Oui, on a réfléchi à plusieurs sujets. Après, c'est plusieurs amicales au niveau des pompiers de France ont réfléchi à cette idée-là. Donc pendant le confinement, en fait, tout ce qui est période de confinement, on a trouvé, nous, des points relais au niveau des commerces au niveau de Saint-Brieuc. Voilà, on demande aux commerçants de présenter nos calendriers qui mettent en présentoir contre un don si les personnes le souhaitent. Voilà, et après, une fois que le déconfinement sera peut-être autorisé, on va essayer de faire des stands au niveau des centres commerciaux et une distribution dans les boîtes aux lettres avec un petit mot dedans, QR code, paiement en ligne, si les gens souhaitent faire un don, bien sûr. C'est pas une obligation. Qui va être simple, pourquoi tu as décidé de devenir auteur? Quelle était ta première, tu vois, je veux devenir auteur. Quel a été ton déclic finalement? Je ne sais pas si c'est une décision qu'on prend en fait. Je pense que c'est quelque chose qu'on a toujours en soi. Et puis le hasard de la vie fait que, eh bien, un jour on écrit et magie, on est publié en fait. Alors bien sûr, c'est un peu différent d'écrire pour soi-même ou de tenir, je ne sais pas moi, un journal de marche ou un carnet de voyage et après de faire la démarche de proposer quelque chose de construit, abouti à une maison d'édition. Mais oui, tout s'est enchaîné un petit peu par magie, je vais dire. Alors, comment tu crées tes romans? Comment tu les imagines? Comment ça se passe? Ah, c'est la fameuse question qu'on me pose tout le temps. D'où vient l'imaginaire? Eh bien, je ne sais pas trop. Moi, je compare souvent ça à un arbre, en fait, qui pousse. Voilà, il y a une petite graine à un moment donné, on ne sait pas très bien d'où. Et puis ensuite, elle sort de terre, elle germe, elle grandit, arrivent des branches, des feuilles, des fruits, enfin voilà. Et puis à un moment donné, il faut en faire quelque chose. De la confiture, par exemple. Alors maintenant, on parle du projet, mais qu'est-ce qu'il y a dans le projet? Alors, que parle de ton album? Qu'est-ce que c'est? Alors, Thaddeus, c'est plus qu'un nom de scène, c'est aussi un concept, il y a une histoire derrière. C'est l'histoire d'un immortel. En fait, à chaque fois qu'il meurt, sa conscience se réincarne dans l'enfant net le plus proche. Donc, il est mortel, mais c'est un peu un conte comme ça. Et son désir, c'est soit de mourir, vraiment, une fois pour toutes, soit retrouver sa femme de l'époque, où il a fait une sorte de rituel chelou pour justement accéder à cette immortalité, mais il devait faire cette immortalité avec sa compagne. Et étant donné qu'à chaque fois qu'il meurt, il se réincarne, sa compagne, vraisemblablement, c'est pareil. C'est une quête de retrouver une personne qui change de tête toutes les 50, 20 ans, enfin, voilà. C'est ça, Thaddeus. Et l'album, est-ce qu'il y a vraiment un message dans l'album? Oui, hein, c'est un peu une exposition, une scène d'exposition comme un théâtre. Vraiment, certaines chansons explicites. Un aspect culturel? Parle du personnage de Thaddeus. Et certaines, voilà, parlent aussi du temps. Il y a quand même pas mal la notion du temps, un gars qui traverse des siècles, qui est torturé. Ça s'arrête jamais, quoi. Alors j'espère que vous avez aimé ces best-of des meilleurs moments. En tout cas, il y en a eu plein et je vous propose en tout cas de les suivre sur ma chaîne YouTube, bien entendu, en vous abonnant, bien entendu, ça c'est cool. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour un tout nouveau inédit de Talk Night. Salut, bye bye.